Donc, fiche 4, partie 5, un réseau mondial, Internet. Donc, Internet est un réseau de millions d'ordinateurs et d'objets interconnectés pour communiquer et échanger des informations. L'utilisateur se connecte à Internet par son fournisseur d'accès à Internet, FAI, donc par exemple Orange, SFR, Free, Bouygues, etc., qui lui fournit une adresse IP. Donc c'est le chiffre qui vous donne le fournisseur d'accès qui vous identifie sur Internet. Unique, le temps de connexion. Donc là, on a par exemple un poste sur votre téléphone, donc il est connecté grâce à un modem. Ça va contacter le routeur local de votre quartier, donc ce qu'on appelle le DSLAM. Il faut savoir que plus vous êtes près du DSLAM en principe, et plus mieux est votre connexion. Ensuite, donc, ça va contacter les serveurs de votre fournisseur d'accès, qui va vous interconnecter avec les autres réseaux, ce qu'on appelle Internet. Et, par exemple, vous allez accéder à un serveur de stockage de données ou un drive, etc. Donc là, un petit schéma. Alors, il faut savoir aussi que sur Internet, des serveurs DNS, Domain Name System, permettent de traduire un nom de domaine en adresse IP. Exemple, l'adresse IP 193.54.149.86 correspond à l'adresse http www.ac-grenoble.fr. Alors, en fait, quand vous tapez une recherche sur Internet ou une adresse web, il faut savoir que les ordinateurs, ils communiquent grâce à l'adresse IP. Donc, il y a des serveurs qui sont uniquement dédiés à traduire le nom, à traduire l'adresse en adresse IP, l'adresse web en adresse IP. Parce que ce serait un peu compliqué pour nous de taper des chiffres à chaque fois qu'on veut se connecter à un site. Donc il y a des serveurs qui servent juste à traduire ce qu'on a tapé en adresse IP pour savoir où se trouve le serveur. D'ailleurs, vous pouvez faire l'expérience de taper cette adresse IP dans votre barre d'adresse et vous tomberez sur le serveur de l'Académie de Grenoble. Alors ensuite, on parle de plus en plus de VPN. Donc avec VPN, c'est un réseau privé virtuel qui permet une communication cryptée en utilisant par exemple un serveur proxy intermédiaire. Alors, comment ça fonctionne un VPN? Par exemple, vous avez votre PC ici, et vous voulez accéder à un certain site. On va dire que seules les personnes qui habitent par exemple aux États-Unis peuvent accéder à ce site. Donc là, si vous essayez de vous connecter directement, en fait, le site va voir que vous venez de France et il va bloquer votre connexion. Alors, on peut utiliser ce qu'on appelle un VPN, c'est-à-dire c'est un ordinateur intermédiaire, par exemple, qui lui est aux États-Unis et va pouvoir se connecter au site en question. Donc là, votre PC, il y a le pare-feu, donc par exemple, on va vous refuser de vous connecter directement au site. Donc la technique, c'est de passer par ce qu'on appelle un VPN. On va prendre un autre chemin qui va permettre de se connecter. Il faut savoir aussi qu'entre vous et le VPN, les connexions sont cryptées. C'est-à-dire, personne ne peut voir ce que vous transférez. Ça, c'est très utile, par exemple, surtout pour les entreprises. Parce que, par exemple, les entreprises, surtout en ce moment avec le télétravail, elles utilisent des VLAN. En fait, c'est des réseaux locaux qui sont cryptés sur Internet. Pour que, par exemple, si je prends l'entreprise d'assaut qui travaille sur de l'armement, il ne faut pas qu'elle se fasse hacker ses plans je sais pas moi, de missiles commandés. Donc en fait, ils vont utiliser des connexions cryptées, des VLAN et des VPN pour crypter leur communication. C'est pas forcément que pour des activités illégales, hein, des VPN. D'utiliser une connexion cryptée, c'est pas forcément illégal, c'est aussi pour préserver sa vie privée. Voilà en ce qui concerne la partie Internet. Donc, j'espère que j'ai été clair pour qu'est-ce qu'un VPN. Alors ensuite, il faut savoir quand même aujourd'hui Internet, c'est devenu l'un des plus gros consommateurs d'énergie. Donc ça devient colossal l'énergie que consomme Internet. Donc aujourd'hui, je vous ai mis ici des conseils, comment réduire l'impact écologique du numérique. Quelques conseils. Donc déjà, bien éteindre ces appareils. Attention aux veilles cachées. Oui, souvent, quand vous éteignez votre écran, on voit que la LED est toujours allumée. En fait, l'appareil est en veille cachée. Il n'est pas vraiment éteint. Il faut vraiment couper la prise ou chercher l'interrupteur derrière pour le couper. C'est pareil pour votre box. C'est-à-dire, votre box, ça consomme beaucoup d'énergie, même quand personne n'est connecté, même quand personne n'est à la maison.
Donc c'est bien de penser à éteindre sa box, de mettre un interrupteur sur la prise quand vous n'êtes pas à la maison. Ça fait beaucoup d'économie d'énergie. Sauf si évidemment vous avez une alarme connectée, là c'est un problème, l'alarme ne fonctionnera plus. Alors, ensuite, gardez le plus longtemps possible ces équipements et optez pour du reconditionné plutôt que du neuf. Alors il faut savoir par exemple qu'un téléphone, au niveau du cycle de vie, il va beaucoup générer de pollution au moment de sa fabrication. Donc, si vous gardez un téléphone 2 ans, il va quasiment polluer 2 fois moins que si vous le gardez qu'une année. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, plutôt acheter du matériel reconditionné aussi, c'est mieux pour l'environnement. Ensuite, supprimez tous les logiciels, messages et fichiers inutiles qui ralentissent leur fonctionnement. Donc, il faut savoir que le stockage de données, aujourd'hui, c'est colossal, hein, les data centers, ça pollue énormément. Donc, moins vous gardez de fichiers inutiles, plus les data centers sont petits, donc moins ils polluent. Donc faire le tri dans ses mails, dans ses messages, etc. Ensuite, privilégier le transfert ou l'utilisation de fichiers locaux plutôt qu'en utilisant le data center énergivore. Bon, alors ça, je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, vous voulez transférer, je sais pas moi, de la musique entre votre téléphone et votre PC. Alors le mieux, c'est de le faire directement en Bluetooth ou avec AirDrop, c'est-à-dire vous transférez directement le fichier en local chez vous en Bluetooth. Parce que ce qui est pas intelligent de faire, par exemple, c'est depuis votre téléphone, aller déposer votre musique sur un en MP3 sur un drive ou sur un serveur qui est à l'autre bout de la planète, et ensuite prendre votre PC et aller chercher cette donnée sur votre serveur ou dans vos mails. Le problème, c'est que votre musique, là, elle aura fait le tour du monde, donc ça aura utilisé beaucoup d'énergie. Alors que si vous la transférez directement en Bluetooth, ça sera plus écologique. Et enfin, dernier point, il faut recycler correctement vos appareils et bien les mettre dans des bacs de recyclage dédiés, soit à l'entrée des magasins, soit à la déchetterie. Sinon, ils sont recyclés de façon incorrecte et c'est le recyclage mal fait. Un recyclage mal fait, ça peut être plus polluant que de rien faire du tout. Donc, dernier point, là, je vous ai mis un petit lexique, hein, vous le lirez, c'est un petit lexique sur le vocabulaire du numérique et de l'Internet. Voilà pour cette partie.